Géopolitique, sommet arabo-africain que cherche Riyad sur le continent noir. Nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'Arabie Saoudite doit accueillir cette année deux sommets, celui de la Ligue arabe, mais aussi le sommet arabo-africain. La question épineuse du Polisario est posée, même si les pays arabes ne reconnaissent pas l'entité séparatiste et soutiennent l'intégrité territoriale du Maroc. Le sommet continue de susciter des problèmes d'organisation et de représentation. Le dernier sommet arabo-africain organisé en Guinée équatoriale, c'était en novembre 2016, s'était terminé sur un gros échec à cause de la présence du Polisario. À l'époque, le Maroc et 8 pays arabes ont décidé de boycotter l'événement en signe de protestation contre la présence de la milice séparatiste au sein du conclave en violation des règles. En tout cas, ce sont les termes qui avaient été utilisés en 2016. Ces États sont les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, la Somalie, Bahreïn, le Qatar, le Yémen et également l'Arabie Saoudite, pays qui devait accueillir le 5e sommet, mais à cause du Polisario, cette réunion a fait l'objet de reports 2 fois, une première en novembre 2019 et en mars 2020 et une seconde ajournée. Cependant, le dernier communiqué de la Ligue arabe annonçant la date du prochain sommet arabe du 18 mai à Riyad a mentionné que l'Arabie Saoudite allait accueillir aussi le sommet arabo-africain en 2023, sans préciser la date, et la question du Polisario refait encore surface aujourd'hui. En 2016, le Maroc avait exprimé ses remerciements envers les pays arabes ayant soutenu leur position de principe et refusé de cautionner la présence d'un groupe séparatiste au sein des travaux. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Maroc avait pointé du doigt la position du Koweït qui n'avait manifesté aucune gêne à voir le Polisario convié, oui, alors que les règles du partenariat arabo-africain ne le permettent pas. En outre, le Koweït n'a pas imposé le respect de ces règles alors qu'il était président de la session du côté arabe au niveau du comité conjoint qui était chargé de l'organisation. Pourtant, lors de la précédente édition organisée au Koweït en 2013, le Polisario n'était pas présent. Le comité conjoint comprenait aussi l'Égypte qui avait accepté la situation alors qu'elle ne reconnaît pas le Polisario. Même chose pour la Tunisie qui observait le silence. La Mauritanie qui reconnaît l'autoproclamé RASD, pour sa part, avait milité pour la participation du Polisario comme l'Algérie. La milice, nous dit-on, séparatiste du Polisario continue, nous dit-on aussi, d'empoisonner les sommets entre l'Afrique et d'autres pays. Le dernier sommet Afrique-Japon, TICAD, organisé en Tunisie, avait connu la participation du Polisario sans que le Japon ne l'invite. La Tunisie, se soumettant aux ordres de l'Algérie, était alors obligée d'inviter le Polisario et de réserver un accueil présidentiel au chef de ce groupe. Pour rappel, le deuxième report du sommet en Arabie Saoudite avait été opéré à la demande d'un pays africain dont le nom n'a pas été révélé, qui souhaitait chercher plus de soutien pour faire accepter le Polisario. L'Arabie Saoudite est l'un des pays qui défend aujourd'hui et soutient le plus le Maroc sur la question de son intégrité territoriale et le Sahara marocain lors des réunions internationales, notamment devant les Nations Unies. Voilà pourquoi ce matin du mercredi 19 avril de l'an de grâce 2023, nous nous interrogeons géopolitique sommet arabo-africain que cherche Riyad sur le continent noir. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongo. Je dis bonjour aux techniciens, c'est particulièrement à Gires qui fait un travail remarquable sans qui nous n'aurons pas cette visibilité qui est admiré justement dans les diverses plateformes que vous connaissez de Panafricaniste TV. Bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, notamment au peuple noir partout, qui est partout dans le monde et qui est le premier peuple de la Terre, contrairement à ce qui a été raconté par les mondialistes qui ont tout blanchi. Quand je l'ai dit, je voudrais également saluer, Madame Bokolon Astrid, il s'agit d'une Camerounaise que vous connaissez et qui a avoué
avoir été qui avoue avoir subi le lavage des cerveaux, n'est-ce pas, de l'opinion publique française, des médias français, mais grâce à notre travail, elle admet aujourd'hui que sa vision de l'Afrique et du monde est totalement différente. Vous la connaissez parfaitement. Elle est arrivée au Cameroun, elle a créé un centre culturel et beaucoup. Là-dedans, vous serez surpris de voir qu'il s'agit d'une bibliothèque elle a mis en place une bibliothèque qui est très bien gardée. J'ai fait tout récemment tout ce côté-là. Vous qui aimez la lecture, vous serez vraiment surpris de voir que les livres, les ouvrages les plus rares que nous voyons souvent sur Internet, ils sont dans les rayons, bien évidemment. Comme elle nous soutient de par justement ses contributions intellectuelles, elle organise ce 29 avril des soirées culturelles, notamment au profit des enfants, parce qu'il faut commencer par là. C'est ce qui seront ponctués par des contes et surtout par l'histoire africaine, l'histoire panafricaine, au travail de ces héros, des légendes. En tout cas, vous qui avez une famille très nombreuse, je vous y convie, parce que moi j'y serai. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatoly, ici. On va faire un clin d'œil également à Madame Eboukolon, qui, bon, il a dit que j'ai déjà fait un tour de ce côté-là. Voilà. Ne vous inquiétez surtout pas. Elle le sait très bien, elle aura notre appui si intense peut ce jeudi 29 avril prochain. Nous avons le temps, nous ne manquerons pas d'y faire un tour. Albert Anatoly ici, encore un nouveau sommet. On parle bien sûr cette fois-ci du sommet arabo-africain. Moi, je commencerai par cette question. Qu'est-ce qui se passe? Que cherche Riyad sur le continent africain? Écoutez, lorsque nous regardons en tant qu'observateurs et analystes panafricains, ce que Riyad cherche sur le continent africain, au travers de l'Union africaine, c'est le positionnement géopolitique. Vous savez qu'aujourd'hui, le continent africain est courtisé par monsieur tout le monde, appelé les mondialistes états-uniens, oui, de l'Union européenne, de l'Asie. Maintenant, c'est l'Arabie saoudite, si vous voulez, c'est l'Arabie saoudite qui organise justement ce conclave qui va se tenir, non pas sur le continent africain, comme toujours, en dehors des frontières africaines. Donc, il s'agit justement d'une sorte d'offensive politique, diplomatique et géopolitique, j'allais dire, qui est en train de s'organiser autour de la nouvelle configuration multipolaire qui est en train de se mettre en place. Vous savez que dans une période pas très lointaine, l'Arabie saoudite était considérée par Washington comme étant un État paria. Mais dans le contexte de la crise ukrainienne, l'Arabie saoudite est devenue subitement un État fréquentable au nom de l'odeur du pétrole et du gaz. Voilà dans le contexte dans lequel s'est tenu ce conclave qui est annoncé. Mais ce qui nous désole, parce que lorsque nous lisons un peu le déroulé provisoire de ce conclave, nous constatons qu'il ne sera pas mis sur la table, par exemple, les sujets qui fâchent et qui intéressent au plus haut niveau les Africains. La question des migrants africains, la maltraitance que subissent les migrants africains, que ce soit au Moyen comme au Proche-Orient. C'est une question qui doit, de notre point de vue, être mise sur la table. Parce que au moment où on va se tenir ce conclave-là, nous avons, que ce soit du côté du Maghreb, que ce soit du côté du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, des Africains qui sont utilisés comme à la fois, qui sont vendus tels les bêtes, n'est-ce pas, comme esclaves, d'autres qui sont utilisés comme les objets sexuels, d'autres qui sont utilisés comme, n'est-ce pas, qui sont des cobayes dont les organes sont prélevés parce qu'il existe un très gros trafic d'organes humains de ce côté. Donc, il s'agit de notre point de vue de mettre prioritairement sur la table des sujets qui fait donc la question d'immigration, les questions migratoires. Quand je le dis, revenons dans le contexte justement de l'organisation de ce conclave-là. Pour dire quoi? Pour dire que, et là, c'est une désolation de mon point de vue, que l'Afrique devient, elle est comme cette belle demoiselle qui n'a pas envie de prendre des initiatives, elle se contente de sa beauté, de ses atouts, qui suscitent, n'est-ce pas, la curiosité de plusieurs marques qui tournent autour d'elle, alors que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, l'Afrique, le continent africain, si vous voulez, est au cœur du prochain basculement mondial. Et tout le monde
c'est-à-dire le bloc mondialiste, le bloc occidental, ou bloc occidental, vient sur le continent africain pour éviter, pour commencer, pour diviser comme d'habitude, parce qu'il y en a qui sont attirés par les sirènes des BRICS, il y en a qui veulent rester dans le carcan du bloc occidental. Oui. Bon, il est donc question que Washington et l'OTAN et l'Union européenne continuent au travers de la corruption morale, la corruption financière, parce qu'ils disent que nous sommes l'Afrique, c'est un continent très corrompu. Mais quand ils sont en campagne de corruption, tous assumés sur le continent africain, ils ne voient pas ce type de corruption-là. Ils sont en campagne de corruption morale, politique et géopolitique sur le continent africain. La preuve partout, c'est une parenthèse, partout Kamala Harris est passée, elle a fait la promesse de quoi? Des dollars au profit des investissements de projets. C'est quoi? C'est pas de la corruption là, mais c'est de la corruption financière, c'est de la corruption morale. Comme je le dis, il est donc question justement pour l'Arabie Saoudite de se repositionner parce que tout le monde pense que au regard de la question énergétique qui est devenue un instrument géopolitique désormais géostratégique, il faut donc venir en Afrique pour faire qu'il y ait un continent d'avenir selon beaucoup d'analystes et observateurs, justement, que chacun a envie de faire quelque chose avec le continent africain. Ce qui est paradoxal, il n'y a que les Africains et les dirigeants africains qui ne voient pas les choses de la même façon que vous et moi. Albert Anatola, ici, on se rappelle quand même, on va le dire ainsi, d'un rapport de la CIA qui déclarait l'avenir des États-Unis, c'est l'Afrique. On se rappelle également d'un rapport de l'Union européenne pondu il y a encore quelques années qui déclarait l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Et on ne va pas également oublier le rapport de la France qui déclarait, d'ailleurs c'est un rapport du Sénat, qui déclarait l'avenir de la France, c'est l'Afrique. La Chine, c'est en avenir, c'est ici. L'Arabie Saoudite aussi est en train de faire des clins d'œil à l'Afrique. Ce que nous ne comprenons pas, les Africains, eux, leur avenir, c'est quand, c'est où, c'est comment et c'est avec qui? Non, La question que vous soulevez nous renvoie à la fameuse commission trilatérale que soulèvent les protocoles de Toronto qui ont fait l'objet d'un débat dans une autre tribune. Dans la commission trilatérale, vous constatez que le monde est déjà partagé en blocs. Oui. Et dans cette commission trilatérale, vous avez l'Asie, vous avez l'Europe et vous avez les États-Unis. C'est-à-dire quand on parle l'Asie, on parle de la Chine, c'est-à-dire le grand bloc asiatique. Vous avez l'Europe et vous avez les États-Unis. Selon la répartition des mondialistes, l'Afrique ne s'y trouve pas. Vous savez pourquoi? Ils sont toujours dans la logique, n'est-ce pas, de la balkanisation du continent africain entre 1884 et 1885, où pour eux, l'Afrique c'est devenu un gâteau, une zone d'influence géopolitique, le continent pourvoyeur de matières premières. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. C'est comme ça que l'Afrique est perçue par eux. Je pense que la question que vous soulevez interpelle beaucoup plus les Africains. Je ne parle pas des dirigeants africains, parce que la plupart des dirigeants africains, actuellement aux affaires, sont leurs amis, leurs frères dans les loges ésotériques, ils qui ont fait des compromissions. Certains sont les administrateurs coloniaux, un peu comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les Français-Africains. Donc, on ne peut pas compter sur eux. D'autres ont fait l'objet de compromissions, d'autres sont au service justement des intérêts occidentaux. Raison pour laquelle j'ai eu à vous le dire dans une précédente émission sur ce plateau, en vous faisant comprendre une chose, je trouve inacceptable que même s'il y a un bloc qui a de se mettre en place, un nouveau bloc multipolaire qui a de se mettre en place, qui est suscité, inspiré, j'avais dit, qui est l'initiative de la Russie, de la Chine, de l'Inde, n'est-ce pas, du Brésil, et dans lequel s'engouffrent certains pays africains comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, entre autres, nous pensons que le continent africain ne doit pas demeurer justement cette sorte d'attelage géopolitique et géostratégique qui utilise les autres. Je pense que le continent africain doit également se déterminer, se positionner comme étant une puissance. Même si ce n'est pas une puissance nucléaire, comme c'est le cas de certains États, mais en dehors du nucléaire, nous pouvons faire valoir
la puissance économique, parce que nous avons également sur le continent africain des pays qui aspirent à être une puissance économique. Vous avez l'Afrique du Sud, entre autres, vous avez le Nigeria, vous avez l'Égypte, vous avez l'Algérie, qui sont des puissances, qui sont en train de monter. Vous avez également l'Afrique peut également faire valoir la puissance démographique. C'est quand même plus d'1,4 milliard d'habitants. Ça veut dire que vous pouvez faire valoir justement cette puissance, cette influence démographique. L'Afrique, c'est également 30 millions de kilomètres carrés, donc c'est-à-dire 65% des terres arables au monde de la planète, si vous voulez. Ça veut dire que nous pouvons faire valoir également ces acquis comme étant une puissance géostratégique et géopolitique. Nous avons également les matières premières, dont les autres ont besoin, soit pour fabriquer leurs armes de destruction massive, leurs armes qui viennent nous tuer, soit pour faire fonctionner leurs industries, leurs économies. Donc, nous avons plusieurs alternatives qui peuvent faire de l'Afrique, justement, une puissance. Au sens plein du terme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que nous savons, vous et moi, à savoir une question de leadership. Et parce que nous avons donc justement, nous sommes donc confrontés à cette question de leadership, c'est pour cela que vous allez donc voir n'importe qui venir sur le continent africain, vous fait les yeux doux au travers des sommets qui très souvent ne profitent pas au continent africain ou à l'Afrique, mais eux, ils viennent sur le continent africain parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils prennent. Est-ce qu'en contrepartie, les Africains, le continent africain, sait ce qu'ils prennent? Ça, c'est ce que moi, c'est que je sais que au travers de ces dirigeants, l'Afrique va chercher les autres, c'est tendre la manche, c'est faire la manche. Aller au FMI pour prendre quelques millions de dollars américains, aller en Ukraine ou en Russie demander des céréales pour nourrir sa population, alors que vous avez 65%, vous êtes le continent qui a 65% des terres arabes de la planète. Ça veut dire que c'est une insulte, justement, au dynamisme de la jeunesse africaine, à la vision de certains dirigeants africains qui sont inscrits dans la rupture de l'impérialisme du bloc occidental. Albert, on a ici, jusqu'à preuve de contraire, aucune date n'a été prévue pour ce sommet arabo-africain. Est-ce que, je pose, commençons même par là, les États africains, alors les chefs d'États africains vont-ils accepter de participer à ce sommet qui ne va pas se dérouler sur le continent africain comme d'habitude, mais en Arabie Saoudite? C'est une question en deux volets que vous me posez. Je vais commencer par le volet le plus court. Il n'a pas annoncé pour une raison simple. Vous savez qu'il y a déjà des contradictions, même au sein de la Ligue arabe, sur certains points clés qui concernent les postures des uns et des autres sur certaines questions qui concernent certains États arabes. Tout à l'heure, vous avez soulevé la question du Polisario, oui. Qui, vous avez certains pays arabes, certains pays arabes, arabo-musulmans, si vous voulez, arabo-musulmans, qui sont alliés derrière le Maroc, d'autres pas du tout. Vous avez également la position de certains sur la question palestinienne. Certains pays arabo-musulmans se sont alliés sur cette question, sont pour nous sur cette question, d'autres pas du tout. Donc il faut, de mon point de vue, déjà régler des contradictions internes même au sein de la Ligue arabe pour qu'il n'y ait plus justement un sommet à deux vitesses où vous avez d'un côté des gens qui ne viennent pas du tout, qui ne sont pas présents, et les autres qui vont arriver, et puis à la fin, ça accouche d'une souris. La montée à coup d'une souris. Ça, c'est la première raison pour laquelle, justement, il n'a pas encore été officiellement annoncé. La seconde raison, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, il faut regarder la météo de la géopolitique internationale. Oui. Parce que beaucoup d'observateurs, je veux dire, beaucoup de lorgnettes sont dirigés vers ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Beaucoup de lorgnettes sont dirigés vers ce qui se passe du côté de Yémen, soit dit en passant. Sur la question palestinienne, beaucoup de lorgnettes sont également dirigés vers Washington. Beaucoup de lorgnettes sont également dirigés du côté de ce qui se passe au Soudan actuellement. Donc, c'est la raison pour laquelle, certainement, un agenda précis n'a pas encore été arrêté dans la perspective de ce sommet arabo-africain qui est annoncé. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez pour la question de savoir si les chefs d'État africains vont partir, mais ils vont partir. Est-ce que d'habitude ils vont partir? Puisque même quand on leur donne des injonctions du côté de Paris, ils vont vendre à terre, justement. C'est-à-dire quand Macron leur demande de venir s'expliquer sur le sentiment anti-français sur le continent africain, c'est-à-dire en insultant les Africains, c'est-à-dire la dignité, la fierté des Africains, ils vont à Paris
vente à terre, dépensant nos maigres sous, qui peuvent servir, n'est-ce pas, à construire des forages d'eau, à donner aux Africains, à construire des hôpitaux, les routes. Ils dépensent ces argent pour aller faire allégeance à l'oppresseur. Donc, comme d'habitude, comme à leur habitude, après, ils ne sont pas capables d'organiser quelque chose sur le continent africain, donc ils préfèrent aller chez ceux qui peuvent être capables d'organiser quelque chose. Voilà les paradoxes et contradictions de mon. Les questions qui fâchent, on a l'impression qu'elles ne seront pas posées sur la table. Je commence déjà par l'esclavage, je commence également par ce qui s'est passé du côté de la Tunisie avec que vous connaissez d'ailleurs, hein, du côté de la Tunisie. On ne va pas également oublier le Qatar, c'est l'esclavage, c'est carrément la torture des Noirs, des Africains précisément. Pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas justement au cœur de ce prochain sommet? Et que pensent justement les Africains et les chefs d'État africains, les gouvernements africains précisément? Je pense que c'est l'Union européenne, l'Union africaine, j'ai l'habitude de parler de cette affaire-là. Je parle de l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui doit porter, je veux dire, l'opinion africaine sur les questions que vous avez évoquées. Est-ce que l'Union africaine, c'est une instance sérieuse pour pouvoir poser, mettre sur la table les questions sérieuses? Je ne pense pas. Si l'Union africaine était une instance sérieuse, elle devrait contribuer, elle devrait même être associée à l'agenda de ce sommet. Mais puisque c'est une institution larministe, elle ne sera pas capable de faire preuve de hauteur pour pouvoir mettre sur la table ou bien opposer aux organisateurs de ce sommet, justement, les questions qui fâchent. Tout à l'heure, je veux convoquer, parmi les questions qui fâchent, la question migratoire. C'est une question essentielle. Tous les jours, vous avez des Africains subsahariens qui sont refoulés au désert. Ce qui constitue une violation de leur droit, fameux droit international, qui a géométrie variable, selon qu'il s'agit de leurs intérêts, de leurs citoyens, de leurs ressortissants. Vous avez tous les jours donc des Africains subsahariens qui sont pourchassés dans les pays du Maghreb. Vous avez des Africains subsahariens qui sont utilisés comme esclaves, qui sont utilisés comme objets sexuels, qui sont maltraités, dont les organes sont prélevés pour être vendus dans le marché noir. Des organes, n'est-ce pas? Des organes humains. C'est des questions qui devraient être posées sur la table. Au nom, d'après ce qu'ils disent, de la solidarité continentale, pas internationale, parce qu'il n'y a aucune solidarité internationale, mais au moins au nom de la solidarité continentale africaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que de quoi vont-ils parler? Ils vont nous parler quoi? De l'écologie, de l'environnement? C'est une imposture. Ils vont nous parler des questions des droits de l'homme? Du tout. Ils vont nous parler, puisqu'il s'agit d'un sommet qui est à l'initiative de l'Arabie Saoudite, mais ils vont nous parler seulement du business, de l'argent, du dollar. C'est ça qui va être posé sur la table. Ils vont nous parler des questions de financement de projets. Est-ce que le continent africain en a besoin? Je pense que nous avons beaucoup de ressources pour pouvoir financer nos projets. Si nous avions des dirigeants visionnaires qui travaillent au service de nos populations, de notre continent, on n'a pas besoin d'aller chercher ce que nous avons chez nous, chez les autres. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Allez dans n'importe quel organisme international, Washington, Bruxelles, Paris, Berlin, n'importe où vous allez trouver les Africains, n'est-ce pas? Oui. Ce ne sont pas les Kenyans qui ont construit justement la fusée qu'ils ont lancée il y a quelques jours, qu'ils ont mis sur orbite il y a quelques jours. Ce sont des ingénieurs entièrement kenyans qui ont fait ce job. Ça veut dire que nous avons des intelligences pour transformer l'Afrique. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez les autres sur leur invitation? Je pense qu'à un moment donné, M. Steve Zongos, la fierté et l'honneur voudraient que lorsque quelqu'un vous invite plusieurs fois chez lui, faites également l'inverse. On ne peut pas tout le temps aller chez les autres pour aller écouter ce qu'ils ont préparé pour nous, tirer de nous ce qu'ils attendent de nous, quelquefois volontairement, inconsciemment, et que vous ne soyez pas capable de les inviter chez vous pour discuter des questions qui vous concernent. Ce n'est pas tout à fait normal, Monsieur Ngoz, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs en dehors des frontières africaines, qu'on doit aller par des questions qui concernent l'Afrique. C'est des questions qui concernent l'Afrique, ça doit se discuter
en territoire et sur le continent africain. Merci à vous, Albert Natola, ici, d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.